Niagale Bagayoko. Avant de parler du fond, juste un mot sur la forme. C'est aujourd'hui l'intronisation de Diomaye Faye comme président du Sénégal. Macky Sall donc, lui donne les clés du pouvoir. Est-ce qu'il a été élu dès le premier tour avec 54,28% des voix? Pourquoi est-ce que je donne tous ces détails? Est-ce qu'on peut dire que c'est un modèle de démocratie en Afrique de l'Ouest, le Sénégal? En tout cas, c'est la démonstration que les institutions, la société civile, les médias sénégalais sont dotés d'une force et d'une résistance républicaine extrêmement solide, parce qu'il y a eu de véritables tentatives de confiscation de la démocratie, non pas seulement au cours des derniers mois, mais au cours des dernières années, depuis le milieu, voire le début du deuxième mandat du président Macky Sall. Et on s'est aperçu qu'à la fois les institutions elles-mêmes, que ce soit le Conseil constitutionnel, que ce soit l'armée qui est restée républicaine, que ce soit l'administration elle-même qui a démontré sa capacité à organiser un scrutin réputé comme parfaitement régulier, mais aussi les contre-pouvoirs au sein de la société sénégalaise ont démontré à quel point était vivace cette démocratie qui est très ancienne dans le pays. Il faut le rappeler, le Sénégal était le pays des 4 communes dans l'Afrique occidentale française, donc sous l'Empire français. Il y avait des citoyens sénégalais en très faible nombre, bien entendu, mais qui pouvaient participer au processus parlementaire français. Et même si l'histoire sénégalaise a toujours été heurtée au moment des scrutins électoraux, elle a toujours fini par s'imposer. Pascal Boniface, c'est vrai que dans cette région du monde, on a entendu ces dernières années parler de beaucoup de putsch, de coups d'État. C'est un petit miracle démocratique dont il faut se réjouir, le Sénégal. Oui, parce que jusqu'ici, le président Macron a même parlé d'épidémie, je ne sais pas si le terme était bien choisi, mais d'épidémie de coups d'État. En tous les cas, que la démocratie a beaucoup progressé depuis le début du siècle en Afrique, elle était sur le recul depuis une demi-douzaine d'années. Et là, effectivement, le Sénégal, qui a quand même une tradition, malgré toutes les difficultés, parce qu'il est tentative que ça ne se passe pas, qu'on remporte les élections, à la fois les institutions et la société civile a maintenu un modèle démocratique, les élections ont eu lieu, le camp sortant a accepté sa défaite. Les Occidentaux aiment bien donner des leçons aux Africains. Là, l'Afrique peut en donner. Parce que Trump avait plus contesté que Macky Sall le résultat des élections. C'est moins que l'on puisse dire. Et que l'on peut craindre que s'il perd de nouveau en novembre, il n'accepte pas avec la même élégance que sa Macky défaite. Sall. Et donc, effectivement, il faut se réjouir. Alors, ça ne veut pas dire que ça va entraîner tout le continent, mais au moins, il y a une résistance. Le Sénégal a toujours été une vitrine démocratique en Afrique. Premier pays où il y a un président qui n'est pas mort au pouvoir, mais qui a cédé sa place. Premier président qui a accepté la défaite et une alternance politique. Et puis ensuite, un président qui voulait un troisième mandat, qui a renoncé devant la mobilisation civile. Et là, Macky Sall, qui voulait qu'il n'y ait pas d'élection, il a dû les tenir avec un conseil constitutionnel qui a joué son rôle, qui s'est opposé. On dit toujours que les institutions sont bloquées. Là, le conseil constitutionnel a dit non, on ne peut pas reporter les élections, il y a une loi. Et les Sénégalais ont voté en masse. Donc effectivement, c'est un modèle, une très bonne nouvelle pour le continent, comme quoi pour ceux qui disent que l'Afrique n'est pas mûre pour la démocratie, ça dépend vraiment des circonstances politiques et des moments. Alors, Ousmane Diaye, Diomaye Faye se présente comme un président anti-système. Alors ça veut dire quoi, ça, président? C'est très à la mode maintenant d'être anti-système. Je pense que même eux-mêmes sur la définition sont pas très au point. Je pense que, alors, ce qu'ils disent, grosso modo, le pays a été dirigé par la même classe politique depuis l'indépendance en 1960 jusqu'à présent. Ce qui est un peu vrai en partie, parce que Macky Sall est issu du grand parti politique de l'ancien président Abdoulaye Wade, qui a dirigé le pays, il a été son premier ministre, etc. Eux, ils ont une particularité, c'est qu'ils n'ont jamais été au pouvoir, jamais été aux affaires, ni ministre, ni député. Il a 44 ans, il travaillait aux impôts. Il travaillait aux impôts, à la base, c'est des hauts fonctionnaires, c'est des énarques. C'est un parti d'énarques dissidents à la base. D'énarques pas français, d'énarques sénégalais, mais l'ENA sénégalais est sous le même modèle que l'ENA français. Ça, c'est les héritages de la colonisation française. Donc, à la base, c'était un syndicat. Et Bassirou Diomaye Faye a dirigé le syndicat des impôts. Et le syndicat s'est un peu mué en parti politique. D'où le paradoxe, d'ailleurs, qu'on leur reproche.
Voilà des hauts fonctionnaires, des énarques, donc qui sont au cœur du système, qui sont au cœur de la structure d'État, mais qui en même temps se présentent comme anti-système. Anti-système aussi, sans doute, par la radicalité de la rupture. Est-ce que ça veut dire un peu anti-France? Parce qu'au fond, c'est ça le sous-titre. Alors, on l'a entendu dans le sujet, même si on a l'impression qu'une fois élu, il a mis un peu d'eau dans son vin dans les récriminations à l'endroit de la France. Alors, la particularité de l'accession au pouvoir de Bassirou Diomaye Faye et du PASTEF, donc son parti, c'est une coalition hétéroclite. Ils vont un peu des hauts fonctionnaires, comme j'ai expliqué, à un mouvement qui s'appelle France Dégage. Ah oui, donc c'est la fusion de tout ça. Maintenant, la vraie question, c'est que, par exemple, la part du mouvement France Dégage reste pour le moment très marginale. Toute la question, c'est d'observer quel rôle, notamment dans la constitution du gouvernement qui va arriver jeudi, quel rôle, par exemple, l'aile anti-France du PASTEF va jouer. Pour le moment, ils sont très peu présents, influent très peu. Après, ça va aussi jusqu'à, par exemple, vous retrouvez autour de l'entourage de Bassirou Diomaye Faye d'anciens premiers ministres. Vous retrouvez un ancien patron d'Amnesty International. Donc c'est très hétéroclite et je pense qu'il y aura une lutte interne entre les tenants de la rupture, les tenants d'une remise en cause radicale de toutes les relations avec la France et puis la ligne modérée incarnée par Bassirou Diomaye Faye qui dit « non, nous on veut continuer le partenariat, mais il va falloir en redéfinir le modèle et l'équité, notamment en termes de Boniface, il y a un symbole qui est brandi comme l'héritage, les vestiges d'un héritage du passé colonial, c'est le franc CFA. Il a promis, alors c'est vrai qu'on est toujours un peu surpris de voir que le franc subsiste sous sa version au Sahel, donc, et qui sert de monnaie à différents États d'Afrique de l'Ouest, et qui est perçu par beaucoup comme le symbole du pouvoir de la France, ou de l'héritage de la France. En fait, le fait de battre monnaie, c'est quand même la souveraineté. Et il y a deux symboles qui sont rejetés, c'est la présence militaire, même si elle n'a pas la même signification qu'elle avait au Mali, au Niger et au Burkina, et le franc CFA, parce que les pays africains disent, ça c'est l'héritage direct de 1960, de 62, de la décolonisation, où c'est un vestige de la colonisation. Et donc, alors, les Français disent, oui, mais ça permet quand même d'amortir un peu les chocs, une monnaie nationale pourra moins résister aux spéculations ou aux changement de cours. Mais ça permet d'apporter de la stabilité monétaire, c'est ça que vous voulez dire? C'est ça, exactement. Ouais. Mais ceci étant, le symbole est trop fort et la France avait d'ailleurs accepté de mettre en cause le franc CFA et je pense qu'il sera difficile de le maintenir tellement c'est symbolique. Et il parle d'ailleurs d'avoir une monnaie régionale commune. C'est quelque chose qui doit être fait. Mais ce symbole, il y a tellement de choses qui sont attachées à ce symbole du franc CFA que la France aurait tort de s'y accrocher contre les vents qui viennent d'Afrique, parce que ça serait vraiment le symbole de vouloir maintenir une domination économique et une domination monétaire sur ces pays. Ce qu'il faut noter par rapport à France Dégage et au sentiment anti-français, c'est que le président Macron a réagi pour une fois avec habileté par rapport aux pays africains. Il n'a pas tergiversé. La France n'est pas intervenue dans la campagne, ce qu'il ne fallait pas qu'elle fasse. C'était un vote africain. Et alors que justement, il y avait un peu des inquiétudes. Disons que l'intérêt français classique, ça serait le maintien des positions acquises et donc le successeur de Macky Sall, Ibrahim Ba, qui était Premier ministre. Et là, la France a félicité le vainqueur en disant, à la fois, le nouveau président a mis de l'eau dans son vin, mais la France aussi a mis de l'eau dans son vin en disant pas on veut quand même que les restants, que les sortants restent au pouvoir. Non, on accepte, la France a accepté la transition. Ils ont d'ailleurs un peu le même profil, très jeune. Je crois que c'est le président le plus jeune du Sénégal, 44 ans, anti-système. C'était un peu Macron 2017, finalement. Oui, et énarque. Voilà. Macron n'est pas énarque, mais c'est bien vu. Niagale Bagayoko, sur la face, est-ce que pour gagner une élection en Afrique de l'Ouest, il faut être un peu anti-français et puis après, à l'épreuve du pouvoir, on met de l'eau dans son vin, comme on dit. Moi, je pense qu'il est important d'inscrire en effet cette remise en cause des acquis français dans une rhétorique beaucoup plus large qui est celle du souverainisme. C'est vraiment ce qui s'affirme aujourd'hui dans la plupart des pays d'Afrique de l'Ouest. C'est cette fierté nationale, ce patriotisme de plus en plus revendiqué qui exige que les intérêts nationaux soient placés au-delà, au-dessus plus précisément
précisément de tous les partenariats internationaux, à commencer par ceux noués traditionnellement avec l'ancienne puissance coloniale. Cet élément me paraît absolument fondamental. Et en effet, les symboles régaliens que sont d'une part la monnaie et d'autre part l'armée sont au cœur de cette souveraineté que les opinions publiques africaines veulent voir affirmée de manière non négociable en réalité. Qu'elle soit portée par des juntes militaires ou par des gouvernements élus, on voit très bien que ce mouvement d'opinion transnational qui touche toute la sous-région est extrêmement fort et s'inscrit dans des dynamiques qui vont au-delà, à mon avis, de la seule monnaie qui s'appelle effectivement l'ECO, qui est rattachée à la CEDEAO. C'est le nouveau nom. Alors c'est un nom non, c'est une monnaie parallèle, c'est ça? Non, pas du tout. L'ECO, c'est la monnaie qui est censée remplacer le franc CFA dans les pays francophones, mais aussi les monnaies nationales dans les pays comme le Nigeria, le Ghana, etc. C'est ça qui est intéressant. C'est que c'est un projet monétaire régional auquel s'oppose, et le Sénégal va devoir se déterminer par rapport à cette question-là, les revendications des pays du Sahel, les 3 qui ont quitté l'organisation sous-régionale, qui veulent créer, eux, une monnaie commune qui s'appellerait, elle, le Sahel. Donc on voit que ces enjeux monétaires sont vraiment au cœur d'un projet politique varié. Mais c'est une spécificité française quand même que d'avoir maintenu dans les pays d'Afrique de l'Ouest l'armée et une monnaie qui s'appelle le franc. Je veux dire, les Anglais n'ont pas laissé la livre sterling et n'ont pas des troupes basées dans les pays anglophones. C'est ce qui est très frappant. C'est la façon dont les décolonisations se sont produites dans les sphères britanniques ou françaises. En effet, il y a eu ce qu'on a appelé ce processus de néocolonialisme où la France a maintenu sa présence non seulement à travers la monnaie et les forces militaires, mais aussi à travers la coopération technique, où il y a eu un grand nombre de coopérants qui ont été déployés. Et ce qui est intéressant, c'est que cela s'est manifesté aussi par les organisations régionales qui ont été soutenues par chacun des 2 pays. D'un côté, le Commonwealth, côté britannique, de l'autre, la francophonie, côté français. Et on doit reconnaître que le modèle du Commonwealth est beaucoup plus couronné de succès que celui de la francophonie, qui est aujourd'hui beaucoup plus contesté de l'intérieur et également considéré côté français comme un instrument très suranné, très peu efficient. Alors que si on regarde du côté du Commonwealth, ne serait-ce que les manifestations les plus récentes de la monarchie britannique, on voit que le Commonwealth est toujours mis en avant comme l'un des attributs fondamentaux de la puissance britannique. Ce n'est absolument pas le cas côté français. Cette francophonie, elle est difficile à manier. Oui, Ousmane Diaye. En fait, oui, Bassirou Diomaye Faye est souverainiste, comme beaucoup d'autres. En fait, la classe politique africaine s'inscrit dans le sens de l'histoire. Aujourd'hui, tout le monde à peu près convient qu'il y a des choses, des anachronismes qui ne peuvent plus perdurer, parce que une immense opinion publique, une immense génération ne veut plus du franc CFA, ne veut plus de la présence militaire, ne veut plus des ingérences. Parce qu'il faut voir aussi le déclin de la France en Afrique sur le temps long. Ce souverainisme, certes, trouve racine au niveau national, mais ce souverainisme aussi trouve racine, ce n'est pas une vue de l'esprit, dans la tradition d'ingérence dans la politique intérieure africaine. La France intervient militairement pour sauver au Tchad le président Idriss Déby en 2008, qui est à 2 doigts d'être renversé. En Centrafrique, on ne compte plus les ingérences pour installer tel président, enlever tel président. Au Gabon, en fait, sur le temps long, il y a une forme de rejet de toute cette addition-là, parce que c'est pas seulement sous l'ère Macron, c'est toute une tradition qui doit cesser. Et bizarrement, même si le président Emmanuel Macron dit que ça va cesser, il y a toujours un reflux qui arrive. Par exemple, je donne l'exemple du franc CFA. Le président Emmanuel Macron qui dit... Alors, il faut savoir quand même que le franc CFA... Mais pourquoi il est maintenu, ce franc CFA, s'il fait l'unanimité contre lui? C'est que certains doivent y trouver leur intérêt, non? Oui, bien sûr. Et puis, je pense que la France a du mal aussi à se dégager. Que dit le président Emmanuel Macron? Discours de Ouaga, acte fondateur de la politique africaine de son mandat, de son premier mandat. Vous voulez la fin du franc CFA? OK. Il dit, c'est pas lui. Il s'en mêle pas, etc. Il laisse les Africains faire. Mais là où il y a le hic, c'est lui-même qui va à Abidjan annoncer la fin du franc CFA. C'est-à-dire, on ne peut pas dire qu'on n'est pas mêlé et en même temps
la réforme du franc CFA est menée par la France, alors que la France n'a pas comme monnaie le franc CFA. Donc on a une sorte de schizophrénie, de double contradiction des politiques français. Même Sarkozy, c'était la même chose. Dès qu'ils arrivent, ah non, nous, l'Afrique, on va se retirer, il n'y a rien à voir. Mais en même temps, dans la pratique, il y a du mal à rompre. Alors, si la présence française est de plus en plus contestée en Afrique de l'Ouest, Russes, Chinois, mais aussi les Américains comptent bien en profiter pour tisser des liens. Ainsi, Anthony Blinken a fait une tournée dans plusieurs pays d'Afrique au début de l'année, sujet de Jamila Minoumi. Après le Cap-Vert, la Côte d'Ivoire avec le président Alassane Ouattara, le Nigeria, le secrétaire d'État américain termine sa tournée par l'Angola. Anthony Blinken a particulièrement soigné ses relations avec ce pays riche en pétrole. Cette opération africaine vise à rappeler l'intérêt des États-Unis pour ce continent où la Chine et la Russie gagnent du terrain. Au programme, les questions de sécurité qui affectent l'Afrique de l'Ouest, des dossiers qui autrefois étaient gérés par la France. La France, chassée du continent au rythme des coups d'État, a dû se retirer du Mali en 2022, du Burkina Faso en février 2023 et plus récemment du Niger dans un climat d'hostilité. On est très fiers du départ de l'armée française et son ambassadeur. Ce voyage, dans le contexte où la Russie prend la place vacante par la France, comme ici en Centrafrique, où les mercenaires de Wagner assurent la sécurité du président, mais ils exploitent aussi plusieurs mines et contrôlent même les douanes du pays. La Chine, partenaire bien installé en Afrique, continue de multiplier les projets de développement, comme la création de cette usine textile flambant neuve en 2018 en Éthiopie, ou l'inauguration du nouveau tramway d'Addis Abeba, la capitale. 475 millions d'euros construits par des entreprises chinoises. Au Sahel, il ne reste plus qu'à la France la base militaire de N'Djamena au Tchad. Les États-Unis profiteraient-ils du déclin français ? Selon le Wall Street Journal, Washington chercherait même à installer des drones de reconnaissance militaire. Pascal Boniface, c'est quand même, on a été la France du jour au lendemain, alors qu'elle était accueillie en sauveur en 2013 au Mali. Là, on est très fiers que la France ait dégagé. Oui, mais enfin, en même temps, les Américains viennent de se faire expulser du Niger où ils avaient pris la place de la France. Donc, en fait, l'Afrique a été abandonnée dans les années 90. Après l'implosion de l'URSS, il n'y a plus de concurrence. Et donc, les États-Unis sont partis. Les pays européens s'occupaient de l'Europe de l'Est, pas du Sud. Et puis après, pourquoi les Américains reviennent ? C'est parce qu'ils voient que les Russes, les Chinois, les Brésiliens, les Turcs, les Émiratis, le Maroc, en fait, l'Afrique est courtisée par de nombreuses puissances, grandes ou moyennes, et les États-Unis font un retour parce que jusqu'ici, ils s'intéressaient de l'Afrique pétrolière ou dans la lutte antiterroriste, mais là, ils voient qu'il y a quand même 54 voix à l'ONU, qu'il y a 54 pays, ça compte, et que dans leur grand combat contre la Chine et aussi dans un combat moindre contre la Russie, le terrain africain est un enjeu de concurrence et qu'il faut être présent pour ne pas laisser... L'URSS était très présente. Après, la Russie des années 90 était ruinée, n'était pas présente. Poutine a relancé les sommets Russie-Afrique. Il y a des sommets Chine-Afrique dans lesquels il y a maintenant beaucoup plus de chefs d'État et de gouvernement que dans les anciens sommets France-Afrique. Et donc, c'est aussi pour ne pas laisser le champ libre à ses concurrents soviétiques, russes et chinois que les États-Unis sont présents. Quant à nous, effectivement, on est moins... Le paradoxe, c'est qu'on est en difficulté là où on était le plus fort, dans l'Afrique francophone, notamment l'Afrique de l'Ouest. Par contre, il y a d'autres pays dans lesquels on a des bonnes positions, Angola, Afrique du Sud, Mozambique, Kenya. Dans l'Afrique anglophone et lusophone, où il y a moins les habitudes, les ressentiments peut-être le ressentiment anti-français est moins fort. Et puis disons qu'on a dû inventer une nouvelle relation et ne pas juste conforter une relation ancienne avec d'éventuelles mauvaises habitudes qui avaient été prises. Mais à un moment, quand vous n'êtes plus souhaité, il faut partir. Donc, le Mali et le Niger, il n'y a pas de choix. On s'est, à mon avis, accroché peut-être de façon excessive au Niger, parce que du coup, on a dit non, on ne va pas nous traiter comme ça, on restera, et on est parti. Donc, il vaut mieux partir tout de suite que partir plus tard. Et effectivement, quand la France a demandé aux États-Unis de partir des bases militaires américaines, Johnson a dit qu'on vous demande de partir, vous prenez votre chapeau et vous partez. Et les Américains sont partis. Et donc, quand les Africains, pour des raisons d'affichage, il y a aussi d'autres ingérences
ingérence, mais enfin, en tous les cas, si un pays africain dit partez, vouloir rester, c'est juste aggraver le problème et empêcher de passer à l'étape suivante. Alors, Niagale Bagayoko, on a l'impression aussi que du coup, certains pays sont ravis de développer la coopération. Alors, sur le plan économique, plutôt avec la Chine, et puis sur le plan de la sécurité, on va travailler avec les mercenaires de Wagner. Après tout, ils nous assurent une protection, ils assurent un service sans trop poser de questions. Moi, je pense que ce qui est important de mettre en relief, c'est le fait que le rejet dont fait manifestement et incontestablement la France s'inscrit dans un mouvement plus large de remise en cause des partenaires que je ne qualifierais pas d'occidentaux, mais de transatlantiques en réalité. Parce qu'il y a des partenaires occidentaux, par exemple, au sein des pays européens, notamment de l'Est, qui sont de plus en plus présents. Donc, mais ce sont les partenaires traditionnels, donc France, Europe, Union européenne, Canada, États-Unis, qui sont beaucoup plus contestés, tout comme le système multilatéral onusien. C'est très important de dire aussi que ces acteurs multilatéraux sont poussés vers la sortie. La MINUSMA, la mission des Nations Unies au Mali, a été forcée au départ, tout comme l'ont été les forces françaises. Et d'autre part, il y a en effet ce mouvement de diversification des partenaires, mais qui n'est pas nouveau. Moi, ce qui me frappe, c'est qu'on le découvre, mais qu'il y a une vingtaine d'années que tous les sommets dont on parle ont commencé à être mis en place. Le sommet Russie-Turquie-Afrique a lieu très tôt en réalité. Le rôle des puissances moyen-orientales est très important depuis des décennies, qu'il s'agisse de l'alliance Arabie Saoudite, Émirats Arabes Unis, ou l'alliance opposée du Qatar et de la Turquie, ou encore de l'Iran, mais aussi d'Israël, qui est de plus en plus présent jusqu'à avoir demandé un siège au sein de l'Union africaine depuis des années. Le Maroc aussi a essayé d'être membre de l'organisation sous-régionale ouest-africaine, et tous ces partenariats, c'est aujourd'hui qu'on les découvre, et ils sont en effet approfondis. Alors, il y a bien entendu cet acteur qui est la Russie, dont on parle de plus en plus. Mais c'était du temps de l'URSS, ils étaient déjà là. Ils étaient extrêmement présents, alors pas en RCA, c'est là que c'est un cas particulier où ils sont très ancrés, mais ils étaient notamment très présents au Mali, par exemple. Alors, Ousmane Diaye, est-ce que c'est une arrogance typiquement française que de se dire, dis donc, au Mali, ils doivent bien nous regretter parce que l'armée française est partie, mais maintenant, les populations ont affaire aux mercenaires de Wagner qui n'ont pas les mêmes méthodes? En fait, c'est un conflit aussi de valeurs. C'est ça. Alors, comme le dit Niagale, par exemple, la Russie a toujours été présente, même si à la chute du mur de Berlin, il y a eu un reflux. Mais il y a toujours eu une présence, une influence russe, mais qui était jusqu'ici culturelle et intellectuelle. Quand vous prenez les grands réalisateurs africains de la génération des années 70-80, comme Abderrahmane Sissako, qui est très connu, ils ont été formés à Moscou. L'actuel Premier ministre malien est formé à Moscou. On a eu toute une génération de leaders, d'intellectuels, réalisateurs qui ont été formés à Moscou. Fascinés par l'idéal communiste, Oui, c'est ça, fascinés par le communisme, mais c'était culturel. La grande différence du retour de la Russie en Afrique avec Poutine, c'est qu'elle prend une forme essentiellement, contrairement à l'avant-chute du mur de Berlin, elle est militaire. Et c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire, jusqu'ici, les Africains n'avaient pas le choix quant à la coopération militaire. C'était soit les États-Unis avec Africom, soit la France. Aujourd'hui, en fait, les Africains rompent parce qu'il y a une alternative. Quand vous prenez l'exemple de la Centrafrique, c'était sous Hollande. Les Centrafricains disent « Nous avons besoin de l'appui de Sangaris ». Pour des raisons politiques, on ne peut pas revenir en détail ici. Hollande décide de dire « Non, la France ne peut plus, on n'a plus les moyens, etc. » Donc la France retire de façon unilatérale Sangaris. C'est à ce moment-là que les Russes arrivent et proposent une solution. Il faut comprendre la stratégie de Poutine. C'est des désengagements français qui s'offrent en alternative du point de vue militaire. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que d'autres États commencent cette approche, y compris même des États intra-africains. Vous prenez un pays comme le Rwanda qui commence à faire cette diplomatie. D'offrir son expertise militaire. Parce qu'aujourd'hui, l'Afrique, et ça c'est très important à dire, à partir des années 2010, il y a eu quelque chose qui est nouveau, l'irruption du terrorisme djihadiste en Afrique. Il ne faut pas oublier que c'est très récent. Al-Qaïda arrive en Afrique début années 2010.
Donc il y a une nouvelle donne. Le Mozambique se retrouve avec Daesh. Qu'est-ce qui se passe? Le Mozambique fait recours à l'armée rwandaise. Le Rwanda, alors, qui est allié de la France, avec l'assentiment de la France, pour libérer le Cabo Delgado, qui est un enjeu stratégique pour la France, parce que c'est une des plus grandes bases de Total. Donc, je pense que la nouvelle forme de la diplomatie en Afrique, elle est essentiellement militaire, parce que le défi sécuritaire est là, et la Russie l'a compris très bien, d'autant plus qu'elle ne pose pas de conditionnalité à l'intervention militaire, ce qui est le contraire de la France et des États-Unis. Pascal Boniface. Oui, et puis il y a aussi la politique des visas qui est extrêmement importante. Normalement, le Tchad, c'est un allié sûr de la France. C'est l'un des derniers pays dans la zone sur lequel on a encore une présence militaire, comme c'est dit dans le reportage. Le président Déby est allé à Moscou et Poutine lui a annoncé le doublement des visas pour les étudiants. Et donc, venant un peu tailler des croupières par rapport à la France, parce que ce qui est aussi reproché de la part des pays africains francophones, c'est la difficulté pour avoir des visas, notamment de ceux qui veulent venir étudier, faire une conférence. Mes collègues universitaires ont de plus en plus de problèmes et de difficultés, et notamment, souvent, c'est assez humiliant quand vous refusez un visa, et ça crée du ressentiment. Et donc, il y a des phénomènes de politique intérieure française qui rejaillissent sur son rayonnement extérieur. Alors, vous parliez de la menace djihadiste qui, c'est vrai, s'est enracinée au Sahel et en Afrique. Je vous propose de voir comment le pouvoir malien est ciblé par ces attaques djihadistes avec ce reportage de Marc de Chalvron. De plus en plus fréquente et spectaculaire, plus aucune zone n'est épargnée. En 18 mois, les attaques des groupes djihadistes se sont multipliées au Mali. Toutes les routes d'accès à Tombouctou sont régulièrement attaquées. Ces photos, diffusées par Al-Qaïda, montrent des véhicules d'un convoi de l'ONU attaqués sur la route à quelques kilomètres à l'est de Tombouctou. Le blocus est terrestre, mais également fluvial. Le 7 septembre, de nombreux internautes maliens partagent leurs émotions sur les réseaux sociaux. Ça, c'est les bateaux. Tombouctou qui vient d'être coulé comme ça. Au moins 3 roquettes se sont abattues sur ce bateau de transport de passagers. Nous avons localisé la zone de l'attaque, ici sur le fleuve Niger, à 70 km de Tombouctou. Ce navire que l'on voit ici, avant qu'il ne soit détruit, était le plus sûr moyen de rentrer dans la ville sous blocus. Plus de 60 personnes ont péri dans cette attaque revendiquée par Al-Qaïda. Comment toutes ces opérations sont-elles possibles? Avec quelles armes? Une autre attaque va nous permettre de le comprendre. Elle a eu lieu ici, dans la région dite des Trois Frontières. Le 3 décembre dernier, un groupe djihadiste attaque la base militaire de l'Abezanga. Sur ces images de propagande, on les voit prendre la fortification et surtout s'emparer du matériel militaire. Nous avons identifié ce blindé Dongfeng de fabrication chinoise flambant neuf, un modèle qui équipe depuis peu l'armée malienne. C'est avec ces butins que les différents groupes djihadistes constituent leur arsenal, attaque après attaque. Le chef de l'un de ces groupes n'est autre qu'Iyad Agrali, l'ennemi public numéro 1 de la France quand elle était encore au Mali. En 2023, il apparaît 2 fois sur la propagande officielle de son groupe. Signe qu'il se sent aujourd'hui plus libre de ses mouvements, le 22 janvier, il fait un déplacement dans la région de Ménaka. On le voit sur cette photo, entouré de notables Touaregs locaux qui lui prêtent allégeance. Puis en décembre, il s'autorise même ce discours filmé, le premier depuis 2017. On l'entend ici évoquer la milice Wagner, qu'il désigne pour la première fois comme son nouvel ennemi. La milice russe, désormais en première ligne face aux groupes djihadistes et qui ne se cache plus aux côtés de l'armée malienne. Nous avons authentifié plus d'une dizaine de photos et de vidéos de ces mercenaires sur les réseaux sociaux. Une milice aux méthodes controversées mais qui remporte parfois des succès. Le 14 novembre dernier, l'armée malienne reprend Kidal, escortée, on le voit, par des hommes de Wagner. Une victoire très symbolique mais insuffisante face à l'ampleur de la menace djihadiste. C'est incroyable, Pascal Boniface, Wagner au pied levé
perpétue le boulot que nous faisions, nous, armée française. Est-ce qu'on peut dire ça? Mais je pense que les mêmes causes vont produire les mêmes effets. Non, pas du tout. Et que très rapidement, ils vont être rejetés parce qu'effectivement, il y a de nombreuses exactions, qu'ils réussissent parfois, mais qu'ils échouent souvent. Au Mozambique, d'ailleurs, ils ont échoué. Et si le Rwanda est intervenu, c'est parce que Wagner avait échoué à chasser les djihadistes et à reprendre la base de Total. Et donc, effectivement, eux, Wagner, c'est pas sécuriser le pays, c'est sécuriser le régime. C'est tout à fait différent. Et donc là, il y a des accords, mais le rejet de Wagner, disons que la France a mis 12 ans pour être rejetée, 10 ans pour être rejetée du Mali. Wagner, ça va aller beaucoup plus vite parce qu'ils ne vont pas réussir à apporter la réponse sécuritaire nationale qui est demandée. C'est pas Wagner qui va développer les services publics, qui va apporter une justice, l'éducation, la santé. Tous ces besoins restent extrêmement importants, ne sont pas satisfaits. Et par ailleurs, l'armée française, enfin Wagner, est habitué à faire des exactions, à ne pas prendre en compte les civils, et très vite, ça va susciter un profond rejet. Et ils risquent plus d'entretenir le terrorisme qu'ils sont censés combattre que de l'éliminer. Ouais. Alors, j'ai une toute petite... Allez-y. Pas vraiment de divergence, mais... je pense qu'il faut se rendre compte qu'il y a une priorité nationale, là encore au Mali, qui n'est pas la lutte contre le djihadisme précisément. C'est la lutte contre l'indépendantisme du nord du pays, des groupes rebelles du nord du pays, qui aujourd'hui sont qualifiés de terroristes, qui étaient également combattus par les autorités civiles précédemment. Et c'est l'accord qui a été passé avec la Russie et avec Wagner. Ce sont des terroristes qui ont pris des indépendantistes qui ont pris le label Al-Qaïda ou Daesh. Justement pas. Il y a à la fois des groupes djihadistes qui ont des méthodes terroristes et d'autre part des groupes rebelles indépendantistes qui revendiquent une partie du pays qui s'appelle l'Azawad. Et cette ville de Kidal qui a été mentionnée dans le documentaire que nous avons vu, elle a été libérée par l'armée malienne avec le soutien de ses effectifs de Wagner, à la grande satisfaction de la majorité des Maliens qui considèrent que l'intégrité de leur territoire est absolument fondamentale. Et ceux qui dénoncent les exactions de Wagner, ce sont avant tout ces groupes indépendantistes et non pas les Maliens dans leur ensemble. Donc la problématique est à mon avis un peu plus complexe et on n'est pas vraiment dans de la protection de régime comme on l'est en RCA. On est dans un autre processus de soutien par la Russie parce que Wagner, il ne faut pas la considérer comme une entité mercenaire prédatrice. Elle est très contrôlée par la Russie. Là où elle joue un rôle fondamental, il faut le souligner, au Mali et dans toute la région, c'est en termes de guerre informationnelle. Elle n'a pas plus de succès, vous l'avez dit très justement, dans la lutte contre le djihadisme, nulle part. Mais un, contre des groupes rebelles et deux, dans le soutien à des régimes par le biais de messages, de pénétration des médias, de pénétration de la société civile locale. Quels sont-ils ces messages? Alors, ils sont tout d'abord d'affirmer la façon dont les régimes qui sont arrivés récemment au pouvoir bénéficient du soutien populaire, de montrer à quel point ils font corps avec leur opinion publique. C'est la première des choses. La deuxième, c'est en effet de contester le rôle des acteurs internationaux, à commencer par la France, mais également, bien sûr, d'autres États occidentaux. Et ça, je pense qu'on le regarde pas suffisamment, qu'on voit trop Wagner comme une entreprise purement militaire, alors que son rôle d'un point de vue informationnel... Exactement, bien entendu. Il y a aussi cette lutte avec des fausses informations. Ousmane Diaye, sur cette pieuvre djihadiste et islamiste en Afrique, est-ce qu'elle est de même nature et comparable à ce qu'on a connu dans la zone irako-syrienne, ou est-ce qu'elle est de nature différente, que ce soit parce qu'on parle de Daesh et d'Al-Qaïda? Il y a des similitudes. Comme en Afghanistan, enfin, c'est des États faillis. C'est-à-dire en Afrique de l'Ouest, au Sahel, vous prenez la carte de là où le djihadisme a pris corps et a réussi à tout déstructurer. C'était d'abord des États qui étaient mal gouvernés. Enfin, il n'y avait plus d'États. Il y avait déjà des irrédentismes. Il y avait déjà des coups d'État au Mali avant même l'arrivée des djihadistes. C'est-à-dire, on accélère le processus de dégradation de ces pays-là. Il faut remarquer que le Niger, le Mali et le Burkina, c'était déjà des États très faibles.
ou la présence de l'État face à des territoires immenses. On avait des zones qui n'étaient pas gouvernées, où il n'y a pas d'État civil, qui étaient déjà des no man's land. Donc la question de la gouvernance, parce qu'aussi, il faut voir que la crise du djihadisme au Sahel, c'est aussi la crise de la gouvernance. Vous prenez un pays comme la Mauritanie, qui a à peu près les mêmes configurations, les mêmes dispositifs, et qui a été confronté à la même période au djihadisme. Hein. Ils sont arrivés au même moment. La Mauritanie résiste un peu mieux. Et pourquoi, parce que l'État alors est plus structurel, l'armée est plus solide. C'est-à-dire, je pense que la structure des États, la gouvernance, la solidité et la viabilité des États sont très importantes. La Mauritanie n'avait pas, par exemple, d'irrédentisme. Le djihadisme fait son lit dans les antagonismes nationaux existants. Mais est-ce qu'il y a un peu de mafia et d'opportunisme, ou est-ce qu'il y a une envie d'islam radical en Afrique? Voilà, oui, il y a beaucoup. Est-ce que ce sont des mafieux sous couvert d'idéologie islamiste? Il y a beaucoup de mafieux. Une des figures du djihad, il y a de cela quelques années, d'ailleurs, qui a été éliminé par les opérations des troupes étrangères, c'était, on l'appelait Mr. Marlboro, parce que c'était un trafiquant de cigarettes. Ouais. Donc, les sources de financement, le djihadisme est très lié aux sources de financement. Donc oui, sans doute, il y a une sorte de hiérarchie, il y a une sorte de groupuscule idéologisé, endoctriné, mais qui a rencontré à la fois deux types de groupes. Les anciens rebelles, qui étaient là depuis 1963, par exemple, dans le cas du Mali, et puis les groupes du trafic, parce que le Sahel a toujours été historiquement route de trafic. Du cigarette, de la drogue, etc. Et ça continue et ça prend des ampleurs. Pascal Boniface, on sait qu'on est en alerte attentat en France. Est-ce que ce qui se passe au Sahel reste au Sahel, ou est-ce que l'implantation de ces groupes djihadistes aux frontières sud de l'Europe est malheureusement à regarder avec inquiétude? On a très longtemps dit qu'on était présent dans l'Afrique sahélienne pour protéger la France. Bon, on n'est plus présent et il n'y a pas eu d'attentats qui viennent de l'Afrique sahélienne. Donc, c'est pas du tout la même implantation que le terrorisme proche-oriental. Il n'y a pas du tout la même exfiltration de terrorisme. Projection, ouais. Ça reste effectivement sur des causes locales, parce que les motivations sont très diverses, effectivement, entre les motivations politiques, irrédentistes, mafieuses, et surtout, oui, effectivement, l'absence d'État qui fait que des gens sont recrutés pour avoir un statut. Beaucoup, les motivations religieuses sont assez faibles dans le fait de rejoindre un groupe. Très souvent, c'est parce qu'il faut avoir un statut et que l'État ne permet pas d'avoir un statut. Et que les djihadistes, ils vous donnent une mobilette, une mitraillette et vous faites le caïd. Un salaire et du coup, vous avez un statut social, effectivement, qui ne vous a pas donné. Et je rejoins parfaitement ce qu'a dit Ousmane, c'est-à-dire que c'est l'absence d'État qui fait que ces groupes peuvent se développer. Mais pour l'instant, effectivement, nous n'avons pas souffert de l'exportation de ce djihadisme qui existe ou de ces groupes par rapport au territoire français. Alors, on parlait tout à l'heure de la difficulté pour certains universitaires d'obtenir des visas. Est-ce que l'Europe fait toujours rêver? Je vous propose de regarder cet extrait d'Envoyé spécial, émigré pour une vie meilleure. La France, l'Europe, eh bien pour certains, alors ça se passe au Tchad, je crois. Je vous propose de regarder, c'est un extrait d'Envoyé spécial de Lucille Chaussois et Kylian Le Bouquin, de jeunes filles qui rêvent de devenir mannequins en Europe. On regarde cet extrait. Depuis quelques années, le milieu de la mode se les arrache. Les top modèles sud-soudanaises sont sur tous les podiums et défilent pour les marques les plus prestigieuses. La plupart de ces jeunes femmes ont un point commun étonnant. Elles viennent de l'un des plus grands camps de réfugiés d'Afrique, le camp de Kakuma, au Kenya. Là-bas, les jeunes rêvent d'une vie meilleure. Et pour échapper à la pauvreté, beaucoup se sont mis en tête de devenir mannequins. Partout dans le camp de réfugiés, sur les terrains vagues, dans la poussière, des défilés, des séances d'entraînement s'improvisent. Mais le conte de fées a une face cachée. Ces adolescentes réfugiées, prêtes à tout pour s'en sortir, sont des proies faciles pour les arnaqueurs ou les agences peu scrupuleuses. Quand elle nous a annoncé qu'on allait tous retourner de là où on venait, je lui ai dit que je préférais mourir. Les agences de mannequinat payent des recruteurs chargés de repérer les jeunes filles jusque dans les camps. Nyabalang avait 20 ans quand elle a été approchée par 7 femmes. Joanne Okorodoudou. Elle dirige l'une des plus grandes agences de mannequinat africaines. Très vite, elle lui propose de partir en Europe.
Mon père voulait me ramener au Soudan du Sud pour me marier de force. Le mannequinat était le seul moyen d'y échapper. Je ne savais pas ce qu'il y avait dans le contrat. On m'a juste dit de signer. Ensuite, on est allé à l'ambassade de France. On était 15 environ pour faire un visa. À Paris, elle passe des castings pour Yves Saint Laurent, Balmain et Valentino. Mais aucune de ces grandes marques ne la sélectionne pour leur défilé. Alors son agence va l'abandonner. 15 jours après son arrivée, il lui annonce qu'elle doit repartir en Afrique. Mais ce n'est pas tout. Nyabalang est renvoyée, mais ses agents lui demandent aussi 2 873 € pour rembourser son billet d'avion ou son logement. Nyabalang n'a pas de quoi payer. Elle rentre sans un sou et endettée. Toute sa famille se sent humiliée. Nyagale Bagayoko, est-ce que les conditions de vie font que pour beaucoup, émigrer reste un horizon qu'on se souhaite ou qu'on souhaite pour ses enfants ? Mais oui, absolument. C'est l'une des problématiques communes, comme on le voit, non pas seulement aux pays d'Afrique francophone, mais plus largement à d'autres États de la zone. On le dit insuffisamment, mais une des premières provenances de l'immigration africaine, c'est l'Érythrée, par exemple, où le régime est absolument autoritaire. Et l'Europe est une destination effectivement très prisée. Et aujourd'hui, cet enjeu de la migration provoque parmi les pays européens de très profonds désaccords. On voit notamment un État comme l'Italie qui a tendance à se désolidariser des autres pays européens, notamment sur cette question migratoire, en considérant qu'elle doit continuer à avoir pour partenaires les États désormais dirigés par des juntes afin de contrôler ces migrations qui commencent à être utilisées par certains régimes comme des instruments. C'est-à-dire que, par exemple, le Niger a décidé de dénoncer l'accord qui avait été passé par les gouvernements précédents avec l'Union européenne pour contrôler les migrations, notamment dans un cadre qu'on appelle celui d'une externalisation de la frontière européenne qui se situait dans la région de la frontière se fait au Niger. La frontière se fait au Niger et non pas à l'arrivée à Rome, de la rive méditerranéenne occidentale, enfin du nord. Donc ça a été remis en cause par les autorités du pays et tout de suite l'Italie, qui elle aussi, pour le coup, a organisé son premier sommet avec l'Afrique, veut absolument conserver ce dialogue avec les États africains pour continuer à contenir les migrations, alors que d'autres États estiment que pour des raisons politiques, il ne faut pas continuer à travailler avec ces États-là, comme le dit la France notamment. Mais la France a, à mon avis, juste pour terminer très rapidement, une position qui est plus compliquée que pour les autres États européens, à mon avis, parce qu'elle a ce modèle qui se veut universel de diffusion de sa langue, de sa culture. Donc, comme le disait Pascal Boniface, sa politique de visa est beaucoup plus problématique pour la façon dont la France se pense dans le monde comme une puissance attractive de par son modèle culturel, que ce n'est le cas d'un pays comme l'Italie, par exemple, qui n'a pas l'ambition d'étendre l'italien dans le monde ou qui ne cherche qu'à protéger ses propres frontières. Donc je pense que l'équation est encore plus compliquée pour la France ou pour les États-Unis d'ailleurs. C'est le même type d'État. Pascal Boniface, on se met aussi à la place de ces jeunes filles qui vivent dans le dénuement et qui ont accès avec leur téléphone portable à un rêve sur papier glacé, mais c'est la même chose d'ailleurs pour nos enfants. On voit bien, ils croient que ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, c'est la réalité, et se disent, elle est à portée de vol, elle est à 3 heures d'avion, cette vie de papier glacé. Oui, sauf qu'ils ne vont pas prendre l'avion, ils vont prendre des routes. Enfin, là, ils ont pris l'avion à leurs frais, mais effectivement, il y a encore peut-être que l'espoir qui naît au Sénégal avec le changement, même au Sénégal, qui était un pays démocratique, il y a eu une très forte pulsion migratoire, alors que c'était quand même un pays démocratique, contrairement à l'Érythrée, ou qui est un pays totalitaire que l'on fuit. Donc effectivement, le fait de se dire la vie est meilleure, il vaut mieux être pauvre en Europe que rester sur place. Et donc l'enjeu, c'est de donner des perspectives pour que cette jeunesse, qui est effectivement formée, qui est câblée, qui est informée de ce qui se passe dans le reste du monde, puisse avoir les moyens de s'épanouir chez eux et non pas de prendre des risques insensés pour espérer une vie meilleure en Europe ou ailleurs. Est-ce que l'économie se dégrade et est-ce que les conditions climatiques font que l'Afrique est malheureusement aux premières loges des pays qui vont souffrir du dérèglement climatique ?
Moi, j'ai toujours plaidé pour que le dérèglement climatique soit pris en cause dans la compréhension de l'immigration. Les Africains, certes, immigrent parce qu'il y a des raisons économiques, sans doute. Les Africains immigrent parce qu'il y a ce désir de l'Occident fantasmé par les médias. Les Africains immigrent aussi parce que les conditions naturelles se dégradent. Par exemple, on parle du Sénégal. Moi, j'ai toujours dit et pensé que ce n'est pas un hasard. Si, au début des années 2000, des vagues de pirogues ont atterri sur les côtes espagnoles, parce qu'à un moment donné, les côtes ont été totalement ravagées par les bateaux industriels français, européens, chinois, japonais. Et ça, c'est le produit d'un accord de pêche avec l'Union européenne. Et d'ailleurs, une des promesses phares du candidat Bassirou Diomaye Faye, c'est d'abolir l'accord de pêche avec l'Union européenne, de le suspendre dès son arrivée. En fait, tout est lié. En fait, il y a cette idée très vraie. Il y a cette idée que nos ressources sont pillées par les puissances occidentales. L'accord de pêche de l'Union européenne est un exemple typique qui est quand même dénoncé même en France. Qui est dénoncé, que les ONG ont documenté comme Greenpeace, etc. C'est-à-dire, aujourd'hui, les côtes sénégalaises sont totalement dévastées. Et une bonne partie des zones de migration, c'était des anciens ports de pêche. Et pourquoi ils immigrent ? Parce qu'il n'y a plus de poissons. Et qu'il y a des bateaux. Parce qu'il y a des bateaux chinois et de l'Union européenne qui ont accès, qui viennent, qui font des razzias sur les côtes. Donc, il faut aussi toujours relier la question de l'immigration à la question de la politique européenne en matière de protection environnementale et en matière de ressources. Ce n'est pas un hasard si Bassirou Diomaye Faye, le cœur de son discours, était la renégociation des contrats économiques. Pourquoi ? Parce que le Sénégal va devenir, dès l'année prochaine, un pays gazier et pétrolier. Et il y a une longue enquête de la BBC qui a été un des plus grands scandales du mandat de Macky Sall, qui révélait les conditions de la négociation qui étaient totalement déséquilibrées. Avec les majors américaines et les majors françaises. Alors, pour ce coup-ci, il y a Total, mais certes, il y avait BP. Donc, l'égalité des relations économiques fait partie aussi de la donne géopolitique, parce qu'on a beaucoup tendance à analyser la question géopolitique que du point de vue militaire, que du point de vue de la présence militaire française. Or, quand vous prenez le mouvement France Dégage, dont je parlais tout à l'heure, il est né comment ? Il est né, ça n'avait rien de militaire. C'est-à-dire, on a vu, je ne sais pas si je peux le citer, une grande enseigne française qui s'est installée, qui a cassé les prix et qui a tué le petit commerce. Et c'est en réaction à ce petit commerce qui était en train de mourir, parce qu'il y a une grande enseigne d'une grande surface française qui s'est installée, avec des avantages fiscaux, etc., que le mouvement France Dégage est né. Le mouvement France Dégage est né parce qu'aussi, à un moment donné, l'autoroute à péage du Sénégal était gérée par une grande société française. Et qu'est-ce qui se passait ? Ils ont vu que les conditions, les critères, les règles qui étaient en vigueur en France, parce qu'aujourd'hui tout le monde voyage et les réseaux sociaux, ne sont pas les mêmes appliqués. Ils sont allés voir l'entreprise. Il y a une envie aussi de tradition. On a été tous frappés de voir le nouveau président sénégalais Diomaye Faye avec ses 2 épouses. Pour moi, ça, c'est anecdotique dans le cas sénégalais. C'est-à-dire, c'est courant au Sénégal. Après, vu d'ici, ça peut paraître une curiosité, etc. Mais vous prenez les autres candidats, il y en a plein qui étaient polygames. Niagale Bagayoko, est-ce que de ce point de vue, finalement, la Chine, quand on vient de décrire ces enseignes françaises prédatrices qui arrivent et qui mettent au chômage tous les petits commerces et la rue commerçante de votre enfance, finalement, les Chinois offrent... Nous, on se dirait, mais pourquoi ils vont faire du commerce avec les Chinois, mais offrent une alternative qui peut sembler acceptable. Alors, il faut se rendre compte que la Chine est elle aussi de plus en plus contestée. Le type de modèle économique considéré comme très prédateur également, sur un autre mode, est aussi dénoncé. C'est pour ça qu'à mon avis, il faut regarder ce mouvement africain dans sa globalité, dans cette quête de souverainisme. Et vous avez raison aussi d'évoquer la question des valeurs. À cette
cette question du polygamisme africain, on renvoie le fait qu'en Occident, il y a des dirigeants qui sont homosexuels, ce qui est inconcevable aux yeux de sociétés qui se présentent de manière souvent hypocrite d'ailleurs, comme très conservatrices, ce que flattent d'ailleurs des pays comme la Russie ou comme les pays du Moyen-Orient. Eh bien, merci beaucoup d'être venu nous expliquer les ressorts et ce changement dans la démocratie à la tête du Sénégal, avec l'arrivée aujourd'hui donc du nouveau président Diomaye Faye. Vous restez sur France Info, on se retrouve demain pour un nouvel Info C'est Clair. Bonne journée et à demain.